C'est toujours l'essentiel. On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour à vous deux. Au sommaire, l'Europe, grande gagnante du week-end électoral, avec la victoire du maire de Bucarest à la présidentielle en Roumanie face à l'extrême droite. En Pologne aussi, où le candidat europhile vire en tête, alors que Bruxelles et Londres signent un partenariat stratégique 5 ans après le Brexit. La reprise de l'aide humanitaire au compte-gouttes à Gaza, moins d'une dizaine de camions attendus ce lundi dans l'enclave après plus de 2 mois et demi d'un blocus total. 22 pays, dont la France, le Royaume-Uni et le Canada, exigent une reprise de l'aide. Ils assurent qu'ils ne resteront pas les bras croisés face aux actions du gouvernement Netanyahou qu'ils qualifient de scandaleuses. C'est tout de suite, on va plus loin. Qui a dit que l'Europe n'intéressait pas ? 3 élections hier dimanche et un sommet, cela dit, à Londres, prouvent au contraire à quel point l'idée européenne est au cœur des débats politiques actuels et reste une force d'attraction si l'on en croit les premiers résultats électoraux. La victoire du pro-européen Nakouchordan à la présidentielle en Roumanie et puis la courte avance au premier tour hier en Pologne de l'europhile Rafał Trzaskowski sur l'historien nationaliste Karol Nawrocki. Niagale Bagayoko, l'Europe fait encore recette. C'est l'effet repoussoir conjugué de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Alors moi, je serais un peu plus nuancée parce que je pense qu'il faut quand même regarder les scores obtenus par le camp des perdants et on s'aperçoit qu'il y a une véritable polarisation de la vie politique absolument partout entre un pôle dit progressiste et effectivement plutôt pro-européen et un pôle qui s'affirme, s'enracine, qu'on peut qualifier de national conservateur, qui adhère en effet aux figures charismatiques que sont Donald Trump et Vladimir Poutine, mais aussi qui se déclarent anti-avortement, anti-LGBT, climato-sceptiques, anti-migrants, bien sûr, également. Et à mon avis, on aurait tort d'opposer des blocs de pays dits libéraux parce qu'une courte majorité arrive en tête et d'autres qui seraient réactionnaires. Je pense qu'on est face à une profonde division idéologique qui va rendre aussi très difficile l'exercice de leurs fonctions exécutives par ceux qui viennent d'être élus. Oui, Antoine Mariotti, c'est votre avis aussi. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Quand on voit aussi d'ailleurs la percée de l'extrême droite au Portugal qui talonne le Parti socialiste avec plus de 20% des voix. Oui, exactement, parce qu'on voit qu'il y a des sursauts. Finalement, en Roumanie, l'extrême droite était donnée largement favorite. Et c'est un peu à la surprise générale que le pro-européen, maire de Bucarest, francophone d'ailleurs par ailleurs. Oui, en tout cas, l'emporte. Donc il y a un sursaut pour faire encore barrage à ça. Mais comme il y a eu des sursauts en France pour faire barrage à Marine Le Pen, et ça n'empêche pas, quand on regarde en effet, quand on prend un peu de recul, de voir que cet élan populiste, qu'il y a une quinzaine d'années, on se disait, tiens, ça commence à monter un petit peu partout. Je me rappelle de conversations là-dessus, on me dit, tiens, tu devrais faire un documentaire là-dessus, ça monte, regarde, tu sens pas que ça monte. Aujourd'hui, c'est même plus est-ce que ça monte, c'est jusqu'où ça va s'arrêter, c'est ça la question. Et en Pologne, certes, le pro-européen est en tête, mais quand on regarde le bloc d'extrême droite et de droite dure, ils sont à plus de 50% largement, donc c'est vraiment pas gagné pour le second tour non plus. Donc il faut être très prudent parce que cette montée progressive, elle est intense, elle est toujours très forte, c'est toujours une vague un peu dure, mais qui reste assez solide. Et j'en reviens par exemple à Marine Le Pen, qui est loin d'être la plus dure sur l'échiquier désormais aujourd'hui, on en est là. Il faut quand même se rappeler que quand Éric Zemmour s'est présenté, tout le monde s'est dit ça va lui prendre tout son électorat, etc. Elle est restée stable, d'une stabilité folle pendant toute cette campagne électorale. Quand il a été très haut, quand il a été très bas. D'ailleurs, il a terminé, il faut le rappeler, devant les 2 partis de gouvernement à l'époque, PS et UMP à la présidentielle. Et tout ça pour montrer qu'il y a quand même des socles qui deviennent solides. Et c'est ça aussi le véritable défi pour demain. C'est plus un vote coup de gueule, si vous me permettez cette expression. Il y a des vraies convictions. Et en effet, ça devient problématique. Donc on en est à... Tiens, est-ce qu'on est presque pour ou contre Poutine ? Je schématise à grands traits. Mais enfin, par endroits, on en est un peu là. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'Europe
le cœur de l'Europe bat à droite aujourd'hui. Quand on regarde la somme des votes pour les partis de centre-droit, conservateurs et d'extrême droite, on a plus des 2 tiers des suffrages aujourd'hui. Oui, parce que cette polarisation dont je parlais s'accompagne, si ce n'est d'un effondrement, en tout cas on le constate dans certains pays, en tout cas d'un affaiblissement majeur des partis de gauche. On le voit au Portugal, c'est intéressant de le noter, mais même d'une certaine façon en Angleterre. Alors bien sûr, c'est un travailliste qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement, mais on a aussi l'impression que pour se maintenir au pouvoir, les partis de gauche soit sombrent vers une gauche radicale qui n'obtient pas nécessairement des scores énormes dans les urnes, mais aussi se droitisent. Ce que fait aujourd'hui Keir Starmer est assez intéressant puisqu'il est d'un côté en train de se rapprocher de l'Union européenne à la faveur de l'accord qui a été conclu aujourd'hui, mais aussi d'adopter des politiques considérées comme très antisociales sur le plan des allocations pour les handicapés, de l'accès aux aides pour les retraités, ou même sur la migration. Et tout ça aussi pour répondre à la très forte poussée du parti Reform UK de Nigel Farage, qui a encore remporté 2 élections locales au début du mois. Oui, et en même temps, je dirais que c'est aussi pour récupérer, parce qu'ils se doutent bien que ceux qui votent Reform UK ne vont pas voter demain pour Keir Starmer. Mais en revanche, c'est le ventre mou entre les deux. Avec les conservateurs qui se sont un petit peu écroulés après tant d'années au pouvoir, finalement, qu'eux ont essayé de courir à longueur de temps après, justement, Nigel Farage. Et là, ils essayent, avec Keir Starmer, de se dire, montrons qu'on peut être aujourd'hui une gauche qui peut gouverner sans être dans une illusion trop, comme on peut l'imaginer. Et donc, c'est d'essayer d'attraper le centre, voire le centre droit, un peu ce que faisait Emmanuel Macron. On a oublié qu'il était socialiste au départ, il y a très très longtemps. Ça paraît improbable pour beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, l'Europe, ça fonctionne rarement, cela dit. On voit ce qu'a récolté Emmanuel quand on renonce Macron, un peu à ses valeurs, forcément. L'Europe, effectivement, ils l'ont quitté avec pertes et profits. Et puis plus le temps passe, plus ils semblent s'en mordre les doigts. Les Britanniques, depuis qu'ils ont perdu 1/5 de leurs débouchés à l'export vers le continent, et considérablement compliqué les échanges pour leurs entreprises et leurs ressortissants. Conséquence, le gouvernement de Keir Starmer a signé aujourd'hui 3 accords censés rétablir l'équilibre sur la pêche, l'agriculture et la défense. On voit ça en image avec Antonia Kerrigan et Thibault Francesquet. Une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est ainsi qu'Ursula von der Leyen qualifie les accords signés avec le Royaume-Uni. Depuis son arrivée au pouvoir, le Premier ministre britannique Keir Starmer voulait réinitialiser sa relation avec Bruxelles. C'est désormais chose faite. Londres accepte d'étendre l'accès à ses eaux territoriales aux Européens pour 12 ans et obtient un accord qui facilitera les exportations agricoles britanniques. Keir Starmer parle d'un accord équilibré. Ses opposants y voient une capitulation. Cet accord est gagnant-gagnant. Il nous donne un accès sans précédent au marché de l'Union européenne. C'est le meilleur de tous les pays qui ne font pas partie de l'Union. Il sera bénéfique pour les exportateurs britanniques, car après une longue absence, nous pourrons vendre des hamburgers et des crustacés britanniques dans l'Union européenne. L'Union européenne est le premier partenaire économique du Royaume-Uni, mais depuis le Brexit, les exportations britanniques vers l'UE ont chuté de 21%. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'accord entre Londres et Bruxelles porte aussi sur la défense, avec davantage de coopération. Les deux parties ont toujours été d'accord pour soutenir Kiev. Il s'agit de la première étape de la participation du Royaume-Uni au programme européen d'investissement dans la défense appelé SAFE, qui prévoit 150 milliards d'euros de prêts pour des achats communs. L'accord permet aux entreprises britanniques du domaine de la défense de participer à des appels d'offres pour fournir des armes à des pays européens, de quoi accroître la coopération militaire entre le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne. Niagale Bagayoko, ça sent la nostalgie côté britannique et les regrets. Alors, pour une partie, sans doute, de la classe politique, en tout cas, l'accord est très large, en réalité, parce qu'il prévoit aussi des dispositions sur l'énergie, sur le tourisme, sur la pêche, la participation aussi à certaines réunions ministérielles de l'Union européenne, ce qui est très important. Mais moi, je crains qu'on se retrouve peut-être dans la même configuration que celle qu'a connue la France après le non au traité constitutionnel, qui a été contourné par l'adoption du traité de Lisbonne et qui finalement
finalement n'a jamais été pardonnée aux dirigeants européens et qui reste comme une cicatrice pour beaucoup, comme une trahison des élites politiques. Donc, dans le contexte que je décrivais il y a peu, je pense que cet accord pourrait être très mal perçu. Oui, d'autant que la Cour de justice de l'Union européenne sera l'autorité en dernier ressort, donc l'arbitre en cas de désaccord commercial, précisément ce que rejetaient les électeurs britanniques, et évidemment tout le camp du Brexit. C'est une erreur politique, d'après vous, Antoine Mariotti, de la part du gouvernement Starmer, d'avoir accepté ce point-là? Je ne sais pas si c'est une erreur politique, je pense que c'est un coup de poker aussi. Sentez bien que sans l'Union européenne, c'était aussi quand même compliqué. Là, au niveau diplomatique, par exemple, et au niveau militaire, l'Union européenne est bien contente de retrouver aussi le Royaume-Uni parce que ce sont aussi plus fortes avec elle. Des armées comme la française ou la britannique, il n'y en a pas autant, tant que ça, finalement, en Europe, qui soient aussi développées. Et en même temps, on voit bien que Keir Starmer, il essaye d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire d'avoir l'Europe sans l'Europe, ou l'Europe sans l'Union européenne. On tourne ça comme on veut. Et donc, les bénéfices, sans avoir toutes les contraintes. Il dit par exemple, il est hors de question de revenir sur la libre circulation ou dans le marché commun, ni dans l'union douanière, etc. En revanche, participer à votre plan de 150 milliards pour racheter des armes, ça nous intéresse parce qu'on a peut-être à vous vendre et donc il y a une partie de ces 150 milliards qui peuvent nous revenir. Et en même temps, donc il présente ça comme gagnant-gagnant. C'est pas complètement faux non plus. Est-ce que politiquement parlant, sur la scène intérieure britannique, ce sera payant? Parce que c'est une concession de souveraineté, en l'occurrence, le fait que la Cour de justice de l'Union européenne soit souveraine justement sur les questions commerciales. Mais ça va être dur pour les Farage, etc., qui l'accusent déjà d'avoir capitulé face à l'Europe. Est-ce que dans son propre camp, et notamment tous les nostalgiques de l'Union européenne, ceux qui n'avaient pas envie du Brexit, qui étaient quand même nombreux aussi, et il y en a beaucoup qui ont eu le sentiment qui avaient voté pour le Brexit, mais le sentiment d'avoir été trompés très rapidement derrière. Donc c'est quand même une part importante de la population britannique. Je ne suis pas sûr que ça l'amène à chuter considérablement dans les sondages. D'autant qu'ils ont eu le Brexit dur, pour le coup. On ne les a pas trompés sur la réalisation, la mise en œuvre du Brexit. C'est aussi un exemple pour l'Union européenne pour ne pas encourager les autres à vouloir faire la même chose. Après, il nage quand même en eau trouble, sur un fil en tout cas, parce qu'il essaie aussi de ménager la relation spéciale avec les États-Unis, qui est compliquée aussi à négocier. Justement, est-ce que le Royaume-Uni ne voit pas, à travers cet accord, tout le parti qu'il y a effectivement à tirer de l'interrogation à minima aujourd'hui que l'Europe a sur la fiabilité de Donald Trump comme un allié stratégique, pas seulement commercial mais militaire, et le fait que l'Europe va être obligée avec le Royaume-Uni demain de se serrer les coudes face à la menace russe. N'est pas ça que consacre avant tout cet accord ? Alors, sur les questions de défense et de sécurité, moi, il me semble que c'est surtout le plan de 150 milliards d'euros d'investissement dans une industrie européenne qui intéresse le Royaume-Uni. C'est vrai que Keir Starmer a toujours fait preuve d'une grande solidarité avec l'Ukraine, mais par ailleurs, d'un point de vue diplomatique, il y a toujours eu, aussi bien du côté travailliste que conservateur, un prix absolument non négociable attaché à la relation avec les États-Unis. Donc oui, je pense, c'est pour ça que je parlais d'un fil très étroit qu'il essaie de ménager les deux partenaires que sont l'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre. Je suis d'accord. Et en même temps, je pense que comme il voit bien que c'est plus aussi simple aux États-Unis et que d'un coup, du jour au lendemain, avec Trump, ça peut changer, pour revenir le lendemain d'ailleurs. Mais enfin, quand même, donc c'est stable. Je pense qu'il est important pour le Royaume-Uni, que Keir Starmer l'a bien compris, de se préserver aussi et de trouver aussi d'autres moyens, alors par la défense, par les accords sur la pêche, etc. Et donc c'est important aussi pour le Royaume-Uni de ne pas se retrouver, si à un moment donné, il y a une crise avec Washington, ce qui est possible pour n'importe quel pays aujourd'hui, de se retrouver sans Washington et sans l'Union européenne, et donc d'être un petit peu seul et isolé. Donc c'est important de retrouver une solidarité assez forte avec l'Union européenne, tout en restant en dehors et en ne reniant pas le Brexit, et en essayant évidemment de sauver tout ce qui peut l'être de cette relation spéciale, ou en tout cas qu'il était, avec Washington. On en vient à cette première, après 11 semaines de blocage. Israël qui autorise les premiers camions humanitaires à entrer dans Gaza. Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Non, Stéphane Amar va nous rejoindre, m'a dit-on, dans les prochaines secondes. Transition en tout cas avec la France et le Royaume-Uni, puisque ces deux pays et d'autres parlent d'une même voix. Ils sont 22 en tout à exiger qu'Israël autorise non pas quelques camions, comme ça a été le cas aujourd'hui, mais une reprise complète de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, immédiatement et surtout avec des termes
inhabituellement durs. Ils le disent qu'ils ne resteront pas les bras croisés face à des actions qui jugent scandaleuses du gouvernement Netanyahou. L'opinion occidentale s'est retournée à Niagale Bagayoko. Moi, il me semble qu'au cours des 2 ou 3 dernières semaines, on assiste vraiment à l'émergence d'une certaine unanimité pour être horrifié par la politique israélienne, que beaucoup ont du mal à comprendre. Cette nouvelle offensive, en réalité, aux yeux de la plupart des opinions publiques, et on le voit aussi des dirigeants, n'a pas de justification, de fondement rationnel. Et quand on voit les images de famine, véritablement, aujourd'hui, qui tournent en boucle aussi bien sur les chaînes de télévision que sur les réseaux sociaux, on voit non seulement des dirigeants, mais même des personnalités extrêmement respectées au sein de la communauté juive qui commencent à s'élever et à se désolidariser de ce gouvernement. Delphine Orville, Anne Sinclair, Joël Spar, ici en France. Exactement, perçu de plus en plus comme extrémiste et jusqu'au boutiste, parce que on voit très bien qu'il peut faire aussi peser un risque sur ces communautés juives et de les voir stigmatisées en raison d'un soutien qui lui serait apporté. Je vais vous donner la parole dans un instant, Antoine, mais Stéphane Amar est avec nous en direct de Jérusalem, juste pour nous parler de cette actualité. Donc, c'était il y a quelques instants, ces camions chargés de vivres qui ont pu entrer dans Gaza. Combien y en a-t-il? On a une idée? Alors il y aurait actuellement une dizaine de camions qui ont pu entrer dans la bande de Gaza. C'est présenté comme un début. Ces entrées devraient s'intensifier dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a eu une discussion assez houleuse au sein du cabinet israélien parce que cette entrée d'aide humanitaire, elle intervient suite aux pressions américaines. Même Donald Trump s'était ému du sort des civils gazaouis, mais curieusement, même à la droite de Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est le chef d'un parti d'extrême droite, eh bien on a reconnu la nécessité de laisser entrer cette aide, non pas par empathie par rapport aux Palestiniens, mais tout simplement parce que ces dirigeants israéliens, et Benyamin Netanyahou en fait partie, estiment que pour pouvoir poursuivre la guerre, pour pouvoir continuer à jouir du soutien américain, de ces fournitures d'armes, de ce soutien diplomatique, eh bien, il faut absolument éviter une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Et c'est pourquoi, eh bien, ce soir, ces camions recommencent à entrer à l'intérieur du territoire. Alors même que Benyamin Netanyahou envisage d'occuper à nouveau la totalité de Gaza. Oui, absolument. Ce n'est pas contradictoire à ses yeux. Il l'a répété. D'un côté, il veut absolument éviter cette catastrophe humanitaire. De l'autre côté, les plans restent inchangés. Depuis le 7 octobre, d'ailleurs, le Premier ministre israélien le répète, il n'y aura pas de retour au statu quo ante. Il n'y aura pas de maintien du Hamas dans la bande de Gaza. Il faut absolument, selon lui, débarrasser ce territoire de la tutelle de ce mouvement islamiste. Et il faut, à la place, eh bien, mettre en place, oui, une occupation israélienne, une occupation militaire israélienne qui sera chargée de maintenir l'ordre, de combattre les groupes armés palestiniens, mais également une administration civile qui devrait se mettre en place, et ce qu'espèrent en tout cas les Israéliens, avec le concours à la fois des États-Unis et des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis qui ont considérablement investi dans la bande de Gaza. Un reportage récent de France 24 l'a bien montré. Ils ont considérablement investi, non pas seulement dans l'aide humanitaire, mais également dans les infrastructures. Merci Stéphane Amar avec nous en direct de Jérusalem. Antoine Mariotti, je vous donne la parole à la fois sur la réaction de ces États, mais aussi, c'est tout le paradoxe, une guerre qui se durcit, une aide humanitaire qui commence enfin à rentrer, mais sur des déclarations quand même extrêmement dures d'Israël, et en même temps on parle de pourparlers pour une solution politique. Oui, et pour être très, très précis sur les chiffres, il faut quand même avoir une idée sur l'aide humanitaire. On se dit, ça y est, ça entre enfin. L'ONU, le coordinateur de l'ONU, Tom Fletcher, dit que 9 camions ont été autorisés à entrer. Aujourd'hui, 9 ont été autorisés. Je ne dis pas sont entrés, mais ont été autorisés. Et les autorités israéliennes, le COGAT notamment, l'organe qui est chargé de coordonner ça, que j'ai joint il y a moins d'une demi-heure et que je viens de relancer par message, me dit qu'il y en a 5 qui sont entrés aujourd'hui. 5, c'est moins de 1% du nombre de camions qui entraient
quotidiennement dans la bande de Gaza avant le 7 octobre, où la situation n'était clairement pas folichonne, mais elle n'était pas désastreuse comme elle l'est aujourd'hui, avec un risque de famine, avec 92% des maisons, je reprends le chiffre de l'ONU, détruites, etc. Donc quand vous êtes à même pas 1%, l'expression de Tom Fletcher, donc de l'ONU, est de dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, et à ce stade, c'est réellement le cas. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que Benyamin Netanyahou dit très ouvertement, ce ne sont pas des off, qu'il l'a fait pour des raisons diplomatiques, des raisons pratiques, pas parce qu'il y a des enfants qui meurent et que voilà. Non. Et on comprend bien qu'ils soient en train de vérifier, et ils inspectent chaque camion, ce que l'on comprend, qu'ils sont en train de vérifier que ça arrive directement aux personnes qui en ont besoin, ce qui est normal également. Mais le principe même, c'est pas de dire il y en a qui sont en train de mourir de faim, qui n'ont rien fait, parce que des enfants n'ont rien fait, même plein d'adultes n'ont rien fait. C'est pas parce qu'on est gazaoui qu'on est terroriste. C'est quand on est membre du Hamas, et ce qui est quand même deux choses très différentes. Et donc ça, c'est quand même extrêmement important à soulever, d'où en effet, je vous rejoins complètement, ces dernières semaines, on voit bien que ça se cristallise, non pas contre Israël, parce que jusqu'à présent, dès qu'il y avait ce genre de critiques posées, on se disait « Ah, mais c'est une attaque contre Israël », et Netanyahou, évidemment, s'engouffrait en disant « C'est de l'antisémitisme ». Comme si Emmanuel Macron était antisémite ou que Keir Starmer était antisémite ou autre. Ce n'est pas le cas. Ce sont des critiques, et vous avez cité le mot, d'actions scandaleuses contre le gouvernement actuel de Benyamin Netanyahou et de son extrême droite. Et en effet, il y a des personnalités juives et israéliennes très importantes qui se sont exprimées en disant, comme vous le disiez, parce que des juifs sont stigmatisés à l'étranger, mais pas que, il y en a beaucoup qui réalisent de contestations aussi. En Israël en ce moment. Hein. Et il y a même plus de contestations depuis des mois en Israël qu'il y en a parmi la diaspora juive en France ou ailleurs. Mais c'est aussi que ces personnalités-là commencent à réaliser que finalement, ce gouvernement, sur ce qu'il fait là, je ne parle pas d'économie, de social ou autre, eh bien, est en train de faire beaucoup de mal à Israël et le met potentiellement en danger sur une durée assez longue, et que ça pose un réel problème moral, mais aussi pour la sécurité d'Israël. Vous comprenez, Niagale Bagayoko, que dans le même temps, on puisse évoquer des négociations pour une issue politique au conflit, et que le gouvernement israélien puisse mener, en fait, ou avoir deux fers au feu? Ça paraît très difficile à croire en réalité, notamment parce qu'on entend aussi les déclarations du Hamas qui, il y a quelques jours encore, disait que de toute façon, il ne voyait absolument plus quel était son intérêt à négocier dans le contexte actuel. Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre d'analyses qui font état de la reconstitution en réalité des effectifs du Hamas, et il semble assez évident que face à l'horreur de la situation, il y ait effectivement une adhésion de certains Gazaouis à la lutte qui continue d'être portée par le mouvement du Hamas. On voit aussi que la dimension internationale est évidemment absolument centrale, parce que durant sa tournée, Donald Trump a eu une position beaucoup moins pro-israélienne qu'on ne pouvait s'y attendre. Il y a quand même eu cette reconnaissance du gouvernement d'Ahmed al-Shara en Syrie, avec des positions du côté des pays du Golfe, notamment de l'Arabie Saoudite, qui reste extrêmement ferme sur l'idée selon laquelle elle ne participera à la reconstruction de Gaza que s'il y a une solution à deux États. Accords d'Abraham, et bien entendu aux accords d'Abraham si chers à Donald Trump. Donc effectivement, on voit une pression qui s'accroît sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Antoine Mariotti, Donald Trump serait prêt à tordre le bras, voire à lâcher Israël, d'après vous? Pas lâcher Israël, à lâcher Netanyahou, ce sont deux choses très différentes. Ouais, il ne lâchera jamais Israël. Ouais. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans son logiciel, si tant est qu'il y a un logiciel qui soit un peu stable sur la durée, mais par rapport ne serait-ce qu'à ses intérêts politiques, il ne lâchera jamais Israël, et je ne pense pas qu'il en ait l'envie, et c'est souhaitable évidemment pour personne. En revanche, il est en train de réaliser par différents biais que Netanyahou est parfois un caillou dans sa chaussure, parce qu'il est jusqu'au boutiste là-dessus. Je rappelle qu'il n'a toujours pas lancé, plus d'un an et demi après, une enquête sur les 7 octobre pour montrer les défaillances de l'État dans toutes ses composantes, politiques certes, mais aussi militaires, renseignements, etc. Il le refuse toujours, parce que sa seule quête finalement est de rester aujourd'hui au pouvoir, et qu'il sait très bien que s'il y a cette enquête, il y aura forcément des problèmes à ce niveau-là. Et en plus, avec toutes les accusations qu'il y a, il est intéressant de voir dans le communiqué de l'Élysée, par rapport notamment au risque de famine, question humanitaire, les donc dirigeants français, britanniques et canadiens parlent
parle d'un risque d'enfreindre le droit humanitaire. Bon, il y en a beaucoup qui ont déjà franchi ce pas, qui disent que ça a été franchi. Mais donc... Benjamin Netanyahou s'est un peu enfermé finalement dans son coin et aujourd'hui Trump ça l'arrange pas de voir une famille, des enfants, il est parfois même sensible là-dessus. Rappelez-vous dans son premier mandat lorsqu'il y avait eu la Syrie, non pas qu'il en avait quelque chose à faire de la Syrie, mais à un moment donné il y a eu des attaques chimiques beaucoup moins importantes que celles de 2013 et où il a revu des images qui étaient d'enfants qui avaient été justement touchés et sa fille Ivanka et son gendre lui avaient remontré, il avait été choqué, c'est ce qui l'avait poussé à déclencher une frappe, ce qu'avait refusé d'ailleurs de faire Obama. Donc il est capable de changer, il est capable d'aller un peu loin, de dire maintenant ça suffit, de tordre le bras à Netanyahou s'il estime qu'il va être suivi grosso modo par tous ceux qui soutiennent Israël et que ça ne va pas lui poser de problème et que ça peut au contraire en régler un. Après, pour répondre à la question de manière très brève, mais sur la possibilité de négocier concrètement avec un État palestinien, là, il y a des mots très très forts dans ce communiqué franco-britannico-canadien qui disent d'ailleurs qu'ils sont déterminés à reconnaître un État palestinien tout en demandant évidemment la libération des otages, la sécurité d'Israël. Ça paraît aujourd'hui incontournable c'est nécessaire d'avoir cette négociation politique. C'est très compliqué à entendre pour une famille qui a eu des otages, qui en a toujours, qui a été massacrée. C'est très compliqué à entendre pour les Gazaouis qui sont sous un tapis de bombes, etc. Mais au bout d'un moment, pour la sécurité des Israéliens et des Palestiniens, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait cette discussion forte et ça ne peut pas attendre 10 ans. Ce sera sans doute pas dans les jours qui viennent parce que c'est peut-être trop chaud, mais rappelons-nous quand même qu'en 73, après la guerre de Kippour, un petit peu après, quelques années après, on a eu des premiers accords de paix, notamment avec l'Égypte. Merci. C'est l'espoir que l'on peut avoir pour ces deux pays. Oui, ça fait pris 6 ans. Oui, c'est ça. On espère que ça arrive plus vite. Exactement. Merci beaucoup Antoine Mariotti, Niagale Bagayoko. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'essentiel.